Nous sommes en l'an 1260. Depuis 4 décennies, les Mongols sont inarrêtables. Ils ont réduit Bagdad en cendres, massacré des millions de personnes et laissé derrière eux des montagnes de crânes. De l'océan Pacifique aux portes de Vienne, rien n'a pu leur résister. Chaque armée qui a tenté de le faire a été écrasée. Chaque ville qui a résisté a été rayée de la carte. Maintenant, ils approchent de l'Égypte. Et si l'Égypte tombe, il ne restera plus que l'Afrique et l'Europe. Le monde tel que nous le connaissons est sur le point de finir. Pourtant, dans la vallée désertique d'Aïn Jalou, un événement va se produire qui changera tout. Une armée, une bataille, une arme à laquelle les Mongols ne s'attendaient pas. C'est l'histoire de la façon dont l'inarrêtable a été stoppé, comment les invincibles ont trouvé un adversaire à leur hauteur, et comment un combat désespéré jusqu'au dernier souffle a sauvé la civilisation elle-même. Pour comprendre ce qui s'est passé à Aïn Jalou, nous devons remonter au moment où ce cauchemar a commencé. Nous sommes en 1206. Sur les steppes de Mongolie balayées par les vents, un homme nommé Temujin vient d'accomplir ce que tout le monde croyait impossible. Il a uni les tribus mongoles en guerre sous une seule bannière. On lui a donné un nouveau nom, Gengis Khan, le souverain universel. Depuis les montagnes. Ils n'auront aucune issue. Ce n'était pas juste un autre seigneur de guerre s'arrogeant un titre orgueilleux. C'était le début de la machine de guerre la plus destructrice que le monde ait jamais vue. Gengis Khan comprenait quelque chose que les autres commandants de son époque ne saisissaient pas. La guerre n'était pas une question d'honneur ou de gloire. Il s'agissait de vaincre par tous les moyens nécessaires. Il a bâti son armée sur des principes qui, au XIIIe siècle, étaient révolutionnaires. Chaque soldat savait monter à cheval depuis l'enfance, tirer à l'arc depuis sa monture en plein galop et survivre des semaines entières en se nourrissant uniquement de viande séchée et de lait de jument. Ce n'étaient pas seulement des guerriers. Ils étaient nés en selle, élevés un arc à la main et façonnés par les conditions brutales de la steppe, où seuls les plus forts survivaient. Un guerrier mongol nommé Subodh, qui devint l'un des plus grands généraux de Gengis Khan, écrivit un jour à propos de son enfance : « J'ai appris à monter à cheval avant d'apprendre à marcher. Ma mère m'a attaché à un cheval quand j'avais 3 ans. Si je tombais, j'apprenais à tomber. Si je pleurais, personne ne venait. La steppe t'enseigne qu'il n'y a pas de pitié, il n'y a que la survie. » Cependant, ce n'était pas seulement leur dureté qui rendait les Mongols dangereux. C'était leur système. Gengis Khan organisa ses forces en unités décimales. 10 hommes formaient un arban. 10 arbans formaient un zan de 100 hommes. 10 uns formaient un mingan de 1000 personnes, et 10 mingans formaient un tuman composé de 10 000 soldats. Chaque unité devait une loyauté absolue à celle qui lui était supérieure. Si un homme fuyait, toute son unité de 10 était exécutée. Si les 10 fuyaient, la centaine entière périssait. Cela créa une armée où la désertion était impensable, et chaque homme savait que sa vie dépendait de son camarade à côté, combattant à la vie à la mort. Les Mongols faisaient aussi quelque chose qui semblait barbare aux royaumes civilisés qu'ils envahissaient, mais qui était effroyablement efficace. Ils utilisaient la terreur comme une arme. Lorsqu'une ville résistait, ils ne se contentaient pas de la conquérir. Ils en faisaient un exemple pour les autres. En 1221, la ville de Merv en Perse refusa de se rendre. Les Mongols prirent la ville et passèrent 13 jours à tuer systématiquement chaque homme, femme et enfant qu'ils purent trouver. Les historiens estiment que plus de 700 000 personnes périrent. Les survivants étaient si peu nombreux qu'ils durent se cacher dans les ruines, vivant comme des animaux parmi les cadavres de leur propre famille. Un chroniqueur perse nommé Juveni, témoin des conséquences de ce massacre, écrivit : « Les Mongols ordonnèrent qu'à l'exception de 400 artisans qu'ils sélectionnèrent, toute la population soit tuée et que personne, homme ou femme, ne soit épargné. » Chaque soldat mongol se vit assigner l'exécution de 300 à 400 personnes. Ce n'était pas une cruauté au hasard. C'était un acte calculé. La nouvelle de ce qui s'était passé à Merv se répandit en Perse comme une traînée de poudre. La ville suivante que les Mongols approchèrent se rendit sans combattre. Et la suivante, et toutes celles d'après. La terreur devint leur machine de siège la plus efficace. En 1220, l'empire mongol s'étendait de la Corée à la mer Caspienne. Gengis Khan mourut en 1227,
mais ses fils et petits-fils continuèrent les conquêtes avec la même efficacité impitoyable. Son fils Eugedei frappa la Russe et l'Europe de l'Est. Son petit-fils Munk devint grand khan en 1251 et tourna son regard vers les deux plus grandes cibles restantes, la Chine et le monde islamique. Pour la campagne contre l'islam, Munk choisit son frère, Hulagu. Ce ne devait pas être un simple raid. Ce devait être la conquête ultime, l'asservissement total du monde musulman. En 1253, Hulagu partit de Mongolie avec une armée de plus de 150 000 hommes. Ses ordres étaient clairs: détruire tout royaume islamique de la Perse à l'Égypte, éliminer les assassins qui étaient depuis des années une épine dans le pied des Mongols, et soumettre à jamais le monde islamique à la domination mongole. Hulagu était méthodique, patient et absolument impitoyable. Il s'occupa d'abord des assassins, une secte mystérieuse de musulmans chiites qui opérait depuis des forteresses de montagne et avait perfectionné l'art de l'assassinat politique. Leur forteresse à Alamu était considérée comme imprenable. Située sur un sommet montagneux dans le nord de la Perse, approvisionnée par des tunnels secrets, défendue par des guerriers fanatiques qui accueillaient la mort avec joie. Les assassins tuaient des rois, des princes et des généraux. Ils avaient même rendu les Mongols prudents. Hulagu encercla Alamu en 1256, armé de machines de siège et de patience. Il ne prit pas les murs d'assaut. Il attendit. Les semaines se transformèrent en mois. À l'intérieur de la forteresse, la nourriture vint à manquer. L'eau devint une denrée rare. Le grand maître des assassins, Rukin Aldin, regarda ses guerriers légendaires s'affaiblir, mourant non pas dans une bataille glorieuse, mais d'une lente famine. Après des mois de siège, sans espoir de secours, Rukin Aldin se rendit. Hulagu lui promit un passage sûr. C'était un mensonge. Le grand maître fut exécuté. La forteresse fut démolie pierre par pierre, et la célèbre bibliothèque des assassins, contenant des textes de philosophie, de sciences et de mathématiques accumulés pendant des siècles, fut brûlée. La fumée de ces livres en feu pouvait être vue à des lieues à la ronde. Toute une tradition intellectuelle disparut en quelques jours. Après avoir éliminé les assassins, Hulagu se tourna vers le véritable prix, Bagdad. Pendant 500 ans, Bagdad avait été le joyau du monde islamique. C'est ici que les érudits traduisaient la philosophie grecque, que les mathématiciens inventaient l'algèbre, et que la maison de la sagesse abritait la plus grande bibliothèque du monde. Bagdad était plus qu'une ville. C'était le cœur battant de la civilisation islamique, le siège du calife et le chef spirituel de tous les musulmans, successeur du prophète Mahomet lui-même. Le calife en 1257 était Al-Mustasim, le 37e calife de la dynastie abbasside. C'était un homme plus intéressé par la poésie et les plaisirs que par les préparatifs de guerre. Ses conseillers l'avertirent de l'approche d'Hulagu. Ses généraux le supplièrent de mobiliser l'armée, de renforcer les murs et d'appeler à l'aide d'autres royaumes musulmans. Al-Mustasim refusa. Il croyait, avec une confiance frisant le délire, que personne n'oserait attaquer la ville du calife. Dieu lui-même devait protéger Bagdad. L'un de ses conseillers, un homme nommé Ibn al-Alkami, le supplia: « Monseigneur, les Mongols ne sont pas comme les autres ennemis. Ils ne se soucient pas de la sainteté de cette ville. Ils ne craignent pas la colère de Dieu. Si nous ne nous préparons pas, si nous n'agissons pas maintenant, il ne restera rien à défendre. » Al-Mustasim répondit: « Allah protégera ses serviteurs. Les Mongols sont des barbares qui se briseront contre les murs des fidèles. » Ce fut une erreur fatale. En janvier 1258, l'armée d'Hulagu arriva devant Bagdad. Le siège ne dura que 2 semaines. Les Mongols firent venir des ingénieurs chinois qui construisirent des machines de siège capables de projeter des pierres pesant des centaines de livres. Ils détournèrent le cours du fleuve Tigre pour inonder une partie des fortifications de la ville. Lors de l'assaut, ils utilisèrent des soldats capturés comme boucliers humains. L'armée de Bagdad, mal préparée et mal commandée, s'effondra. Le 10 février 1258, les Mongols percèrent les murs. Ce qui suivit fut l'une des semaines les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Les Mongols passèrent des journées entières à tuer tous ceux qu'ils trouvaient. Les estimations varient, mais la plupart des historiens pensent qu'entre 200 000 et 1 million de personnes périrent à Bagdad cette semaine-là. Le chiffre exact importe peu.
Ce qui compte, c'est que le centre de toute une civilisation fut éventré. La maison de la sagesse, cette grande bibliothèque, fut jetée dans le Tigre. Tant de livres furent jetés à l'eau que les témoins racontèrent qu'on pouvait traverser la rivière en marchant sur les tomes à la dérive, et que l'eau de la rivière coula noire d'encre pendant des semaines. Le savoir accumulé des siècles se dissolvait dans le courant. Al-Mustassim, le calife qui croyait que Dieu le sauverait, fut capturé. Houlagou, faisant preuve d'un sombre sens de l'ironie, le fit coudre dans un tapis et piétiner à mort par des chevaux. Certains disent que c'était parce que la tradition mongole interdisait de verser directement le sang royal. D'autres affirment que c'était simplement de la cruauté. Quoi qu'il en soit, le califat abbasside, qui avait gouverné le monde islamique pendant 500 ans, ne finit pas dans la gloire, mais par l'étouffement d'un homme dans un tapis, tandis que les chevaux brisaient ses os. Un survivant nommé Ibn al-Abar, un érudit qui travaillait à la maison de la sagesse, écrivit « J'ai vu des rues pleines de cadavres. J'ai vu des enfants s'accrocher à leur mère morte. J'ai vu le Tigre couler rouge, puis noir, puis rouge à nouveau. J'ai vu la fin du monde. » Agdad tomba en février 1258. À l'été, Houlagou contrôlait toute la Perse et l'Irak actuel. L'empire mongol s'étendait désormais de l'océan Pacifique à la Syrie. Il ne restait qu'une seule puissance musulmane significative, le sultanat mamelouk en Égypte. Les Mamelouks étaient quelque chose d'unique dans l'histoire médiévale. Le mot « mamelouk » signifie en arabe « possédé » ou « esclave ». C'étaient des soldats esclaves, des garçons capturés ou achetés dans la région du Caucase, en Circassie ou dans les steppes turques, amenés en Égypte enfants et élevés pour devenir des guerriers d'élite. Ils se convertissaient à l'islam, apprenaient l'arabe et s'entraînaient sans relâche au combat monté. Une fois majeurs, ils étaient affranchis et devenaient membres à part entière de l'élite militaire. Certains d'entre eux devenaient commandants, gouverneurs, et même sultans. Ce système créa quelque chose d'extraordinaire, une armée d'hommes qui devaient tout à leurs compétences militaires et rien à leur naissance. Chez les Mamelouks, il n'existait pas d'aristocratie héréditaire. Chaque commandant gagnait sa position par sa bravoure et son génie tactique. C'était une méritocratie forgée dans le sang. En 1250, les Mamelouks firent quelque chose sans précédent, ils renversèrent le sultan qu'ils servaient et prirent eux-mêmes le pouvoir. Le chef de ce coup d'État était un homme nommé Ebak, mais il fut bientôt éclipsé par une autre figure, l'homme qui devint le joueur le plus important de notre histoire, Baïbar. Baïbar naquit vers 1223 sur la péninsule de Crimée. Garçon, il fut capturé par des envahisseurs mongols. Ironiquement, il fut vendu comme esclave et amené à Damas. Il était grand, puissamment bâti, au teint clair et aux yeux bleus, dont l'un avait une tache blanche, un leucome, ce qui lui donnait une apparence distinctive. Son premier maître le vendit, prétendant prétendument que la tache était un mauvais présage. Pour Baïbar, ce ne l'était pas. Elle allait le rendre inoubliable. Il rejoignit les Mamelouks en Égypte et prouva rapidement son génie dans l'art de la guerre. Son message était sans détour, laissez-nous traverser vos terres pour combattre les Mongols, ou nous combattrons d'abord contre vous, puis contre eux. Les croisés se trouvèrent dans une situation difficile. Ils avaient vu ce que les Mongols avaient fait à Bagdad. Ils avaient vu la brutalité et l'annihilation totale. Certains d'entre eux commencèrent à se demander s'ils n'avaient pas misé sur le mauvais cheval. Une victoire mongole sur l'Égypte les aurait encerclés, livrés à la bonne volonté de conquérants qui n'en montraient aucune à personne. Le conseil du royaume de Jérusalem dédatit pendant des jours. Finalement, ils acceptèrent de laisser passer l'armée mamelouk à condition de garder la neutralité. Ils ne devaient aider aucune des parties. C'était un risque calculé, mais c'était le mieux que Qutuz pouvait obtenir. En juillet 1260, Qutuz et Baïbar firent sortir l'armée mamelouk d'Égypte. Ils marchèrent vers le nord à travers le Sinaï, puis le long de la côte, se déplaçant aussi vite qu'ils le pouvaient. Ils étaient environ 20 000 hommes, ce qui correspondait à peu près aux forces de Ketboa. Les Mamelouks avaient cependant quelque chose auquel les Mongols ne s'attendaient pas. C'étaient aussi des guerriers montés qui avaient grandi en selle. Les Mamelouks n'étaient pas des chevaliers européens en lourdes armures,
lents et pâteaux. C'étaient des archers montés, tout comme les Mongols, entraînés depuis l'enfance dans les mêmes steppes d'où venaient beaucoup de Mongols. Alors que l'armée marchait, Baïbar chevauchait aux côtés de ses hommes. Il avait grandi comme esclave, s'était élevé au commandement de milliers d'hommes, et maintenant il marchait vers une bataille qui allait décider du sort du monde. Un jeune soldat mamelouk, à peine assez âgé pour avoir de la barbe, s'approcha de lui un soir et demanda « Commandant, avez-vous peur ?» Baïbar le regarda de ses yeux asymétriques au lin clair, l'autre voilé. « La peur est un outil, dit-il. Les Mongols l'utilisent pour gagner avant même que la bataille ne commence. Ils veulent que tu aies peur. Ils veulent que tu crois qu'ils sont invincibles, mais ils saignent comme tout le monde. J'ai tué assez d'hommes pour le savoir. Aie peur d'eux si tu le dois, mais quand la bataille commencera, souviens-toi que ce ne sont que des hommes sur des chevaux, tout comme nous. Et demain prouvera que les hommes peuvent être vaincus. » L'armée mamelouk entra en Palestine fin juillet. Il se déplaçait prudemment, envoyant des éclaireurs devant et évitant les pièges. Ketboa savait qu'ils arrivaient. Ces éclaireurs avaient rapporté la marche des Mamelouks quelques jours plus tôt. Il déploya ses forces en Syrie, attendant. Les Mongols préféraient combattre en terrain découvert, où leur cavalerie pouvait manœuvrer librement, où ils pouvaient utiliser des tactiques de fausse retraite et d'encerclement par les ailes. Cependant, Baïdar étudiait les Mongols depuis des années. Il avait entendu les récits des survivants, des réfugiés et des prisonniers. Il connaissait leurs tactiques. Les fausses retraites qui attiraient les ennemis dans des embuscades. Les charges de cavalerie qui semblaient venir de partout à la fois. La guerre psychologique qui brisait les armées avant l'affrontement. Si les Mamelouks rencontraient les Mongols en champ ouvert dans une bataille directe, ils perdraient. Ils avaient besoin d'un avantage. Cet avantage fut le terrain. Dans le sud-est de la Galilée, sur le territoire de l'actuel nord d'Israël, se trouvait une vallée appelée Aïn Jalou, la source de Goliath. Le nom provenait d'une source qui s'y trouvait, qui selon la tradition locale était l'endroit où Goliath et l'armée philistine avaient campé avant la bataille contre David. Maintenant, plus de 2000 ans plus tard, elle allait devenir le lieu d'une autre bataille entre une force apparemment invincible et des prétendants déterminés. La vallée était grossièrement rectangulaire, entourée de collines couvertes de broussailles et de rochers. Ce n'était pas un piège totalement fermé, mais cela limitait la manœuvrabilité. La cavalerie lourde ne pouvait pas facilement flanquer l'adversaire à travers le terrain rocailleux. C'était l'endroit idéal. Baïdar proposa un plan actuse. Ils allaient utiliser la même tactique que les Mongols utilisaient pour détruire des dizaines d'armées. Ils allaient feindre la faiblesse. Attirer les Mongols dans la vallée, puis frapper par les flancs. Mais pour que cela fonctionne, quelqu'un devait servir d'appât. Quelqu'un devait se tenir dans cette vallée et avoir l'air assez vulnérable pour provoquer une attaque, tout en étant assez fort pour survivre jusqu'à ce que le piège se referme. Ptuz regarda Baïbar. « Tu suggères que tu dirigeras le détachement d'appât » Baïbar hocha la tête. « Je suis le seul que les hommes suivront dans un tel piège mortel. » Ils me font confiance, et je sais comment faire en sorte que la retraite reste assez réelle pour être crédible, mais assez contrôlée pour nous garder en vie. La décision fut prise. L'armée principale des Mamelouks, environ 12 000 hommes, devait se cacher dans les collines des deux côtés de la vallée. Baïbar devait en emmener 8 000 dans la vallée elle-même. Quand les Mongols de Ketboa arriveraient, Baïdar devait les engager, se battre assez fort pour que cela ressemble à une vraie bataille, puis se retirer. Les Mongols, confiants dans leur tactique habituelle, se lanceraient à leur poursuite. Et une fois qu'ils seraient profondément engagés dans la vallée et incapables de se retirer facilement, Ptuz refermerait le piège. Le matin du 3 septembre 1260, Baïdar déploya ses hommes dans la vallée d'Aïn Jalou. Le soleil chauffait déjà fort, l'air était sec. La poussière s'élevait sous les sabots des chevaux. Les hommes étaient silencieux, vérifiaient leurs armes, priaient. Beaucoup d'entre eux savaient qu'ils pourraient ne pas voir le coucher du soleil. Baïdar passa en revue les rangs. Il ne fit pas de grands discours. Il dit simplement « Vous savez quoi faire. Tenez bon, battez-vous, retirez-vous à mon signal et ayez confiance que Ptuz arrivera. S'il ne vient pas, nous mourrons ici. »
Mais il viendra, car si nous perdons aujourd'hui, il n'y aura nulle part où fuir. L'armée mongole apparut vers midi. Ketboa les menait personnellement. C'était un commandant expérimenté qui avait combattu dans des dizaines de batailles, de la Chine à la Perse. Il vit les forces de Baïbar dans la vallée et reconnut immédiatement une opportunité. Voici l'armée mamelouk, ou du moins une grande partie, coincée dans un terrain limitant la retraite. Ce n'était pas de la pitié. C'était des mathématiques. Chaque Mongol qui s'échapperait ferait rapport à Oulagou. Et moins il y aurait de survivants, plus l'effet psychologique serait fort. Au coucher du soleil le 3 septembre 1260, la bataille d'Aïn Jalou était terminée. L'armée mongole avait été détruite. Sur les 20 000 guerriers qui étaient entrés dans la vallée le matin, moins de 2 000 s'enfuirent. Le reste mourut ou fut capturé. Le sol était jonché de corps d'hommes et de chevaux, si densément par endroits qu'il était impossible de marcher sans piétiner les morts. Cthulhu se tenait sur une colline surplombant le champ de bataille, alors que le soleil couchant peignait tout de nuances rouges, assorties au sang qui s'imprégnait dans la terre. Baïbar s'approcha de lui. Son armure était bosselée, son épée ébréchée à force de frapper des os et du métal toute la journée. Son visage était gris de poussière et de sang séché qui n'appartenaient pas entièrement à ses ennemis. Cthulhu le regarda et dit brièvement : « Nous avons gagné. » Baïbar hocha lentement la tête. « Nous avons survécu. » C'est différent de gagner. Gagner signifie ce qui vient après. Il avait raison. Bien sûr, vaincre une armée mongole n'avait pas détruit l'empire mongol. Oulagou commandait toujours des forces à côté desquelles ce que les Mamelouks avaient déployé semblait insignifiant. Quand les nouvelles d'Aïn Jalou l'atteindraient, il reviendrait. Et il reviendrait avec toute sa puissance. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Les Mongols n'étaient plus invincibles. On pouvait les battre. Ils pouvaient saigner. Ils pouvaient mourir. La nouvelle de la bataille se répandit dans le monde médiéval à une vitesse stupéfiante. Au Caire, les gens descendirent dans les rues pour célébrer lorsque les messagers arrivèrent avec les nouvelles. À Damas, qui était occupé par les Mongols, la population prit les armes, massacrant la garnison mongole et accueillant l'armée mamelouk en libératrice lorsqu'elle arriva quelques jours plus tard. Dans tout le monde musulman, de l'Afrique du Nord à l'Asie centrale, des gens qui se préparaient à la fin du monde osèrent soudain espérer à nouveau. En Europe, la réaction fut plus complexe. Les États croisés avaient laissé l'armée mamelouk traverser leur territoire, et maintenant ils regardaient avec inquiétude ces mêmes Mamelouks devenir la puissance dominante de la région. Les Mongols, en qui certaines cours européennes voyaient des alliés contre l'islam, s'avéraient tout aussi dangereux pour les chrétiens que pour les musulmans. Certains chroniqueurs européens notèrent la bataille d'Aïn Jalou avec un soulagement à peine dissimulé, comprenant qu'après la conquête mongole de l'Égypte, une invasion de l'Europe aurait probablement suivi. Cependant, la réaction la plus intéressante vint de l'intérieur même de l'empire mongol. Oulagou planifiait effectivement un retour et une vengeance pour Ketboa. Il rassembla une puissante armée en Perse, se préparant à une campagne qui devait écraser l'Égypte une fois pour toutes. Mais avant qu'il ne puisse sortir, il reçut des nouvelles inquiétantes de l'Est. Son cousin Derk, camp de la Horde d'Or en Russie, était furieux de la destruction de Bagdad. Erk s'était converti à l'islam et considérait le massacre du calife et de la population musulmane à Oulagou comme un crime impardonnable. Plus important encore, Derk vit une opportunité d'étendre son propre pouvoir aux dépens d'Oulagou. En 1262, Derk envahit le territoire d'Oulagou. L'Empire mongol, qui avait conquis le monde grâce à l'unité et à la discipline, commença à mener une guerre civile contre lui-même. Oulagou ne pouvait pas marcher sur l'Égypte, car il devait défendre ses propres terres contre une autre armée mongole. L'invasion n'eut jamais lieu. L'arme pratique qui détruisit la horde mongole à Aïn Jalou fut la cavalerie mamelouk elle-même. Ce n'étaient pas des chevaliers en lourdes armures de plate, comme leurs homologues européens. Les Mamelouks combattaient en tant qu'archers montés, utilisant des arcs composites qui pouvaient percer une armure à 200 yards. Ils portaient des armures plus légères, principalement des cottes de mailles et des armures lamellaires, ce qui permettait une plus grande mobilité. Leurs chevaux étaient de race arabe ainsi que similaires aux chevaux des steppes,
élevés pour l'endurance et la vitesse dans des conditions difficiles. Cependant, les aspects techniques de leur équipement n'étaient qu'une partie de l'histoire. La véritable arme était le système qui les avait créés. Dès l'enfance, les soldats mamelouks vivaient et s'entraînaient ensemble. Ils apprenaient à monter à cheval avant de savoir bien marcher. Ils passaient des heures chaque jour à pratiquer le tir à l'arc depuis le dos d'un cheval, à faire des exercices en formation et à étudier la tactique. Avant de devenir adultes, la guerre n'était pas quelque chose qu'ils faisaient, c'était ce qu'ils étaient. Un manuel d'entraînement mamelouk de cette période, écrit par un commandant nommé Tebuga, décrit leur éducation. Un jeune soldat doit maîtriser 32 façons différentes de manier la lance, 17 façons de porter des coups d'épée depuis le dos d'un cheval et doit être capable de tirer 15 flèches précises par minute tout en chevauchant au grand galop. Il doit apprendre à dormir en selle lors de longues marches, survivre avec une quantité minimale d'eau, lire le terrain pour repérer les lieux d'embuscade et les positions défensives. Mais par-dessus tout, il doit apprendre à faire confiance à l'homme à côté de lui. Absolument. Car au combat, ta vie dépend non seulement de tes propres compétences, mais du fait que ton compagnon d'armes tienne la ligne quand la mort charge sur lui. Cela créa quelque chose d'unique, une armée de soldats professionnels dont l'identité entière était inextricablement liée à l'excellence militaire.